Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons développer un sujet d'actualité très suivi en ce moment. Il s'agit de l'impact économique de la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Avant de commencer, n'hésitez pas à récupérer dans la description votre formation offerte sur les meilleures techniques pour écrire des emails de vente. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sachez que la Russie et l'Ukraine sont des pays qui ont chacun leurs particularités. La Russie est un pays connu pour sa production de pétrole et de gaz, de blé, premier exportateur de blé et grenier de l'Europe, de nickel, troisième producteur mondial, d'aluminium, d'acier, de palladium et de cuivre. Par ailleurs, elle est aussi une puissance nucléaire depuis 50-60 ans. Elle exporte les matières premières dont tout le monde a besoin. Aussi, elle dispose des ressources et réserves très importantes. Quant à l'Ukraine, elle est le premier producteur mondial d'huile de tournesol et produit généralement du gaz qui n'est autre que le C4F6 et le néon. En effet, elle est le quatrième producteur mondial de néon. Mis à part cela, elle est aussi le troisième plus grand exportateur de fer de haute qualité. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on rencontre beaucoup de changements, tant dans notre quotidien qu'à travers le monde. La guerre qui s'installe entre ces deux pays entraîne des sanctions des deux côtés et a un effet direct sur l'économie, ce qui engendre de réelles perturbations de l'approvisionnement ainsi que des répercussions à court et à long terme. Aussi, on peut d'ores et déjà constater l'effondrement des places boursières, tout comme l'inflation qui perdure et l'incertitude liée à l'approvisionnement sur le plan international. Cependant, avant toute chose, j'aimerais mettre le point sur ce qu'est réellement la théorie de l'expansionnisme russe. La Russie a toujours eu des ambitions et de grands pouvoirs. Depuis toujours, Poutine n'a cessé de revenir sur la scène internationale. Dans ce sens, il faut voir la Russie comme un des acteurs importants dans ce domaine. Bien sûr, pas aussi important que les Chinois, les Américains, mais qui est quand même un acteur de plus en plus influent. Au passage, je tiens à rappeler que, depuis toujours, le régime en place en Russie a créé une forteresse de réserve de concurrents excédentaires. Ainsi, il n'avait pas du tout besoin de financement. Le conflit entre les deux pays tombe très mal, car on sort à peine de la pandémie de Covid-19. On voit ainsi l'effondrement en 2020, le rebond en 2021 et déjà le ralentissement en 2022 dû à ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. La Russie dispose de 3% du PIB mondial. Ainsi, la guerre peut freiner les projets d'investissement un peu partout dans le monde et générer le prix des matières premières. On fait alors face à l'inflation, la récession, les prix du gaz, car tout l'enjeu sur l'approvisionnement du gaz provient de Russie, et du pétrole. Sa dette publique est à moins de 20% du PIB, qui est remarquablement très faible. En ce qui concerne l'annonce et la décision de certaines entreprises multinationales d'arrêter toute opération dans le pays, on peut dire que là, on parle surtout de la balance politique et financière de la Russie. En effet, c'est une toute autre chose, puisque les entreprises commencent à fuir le pays et d'ailleurs, il faudrait en être vigilant. Ce point est d'ailleurs plus important à surveiller. En Russie, le marché est fermé pour ce qui est des actions et pour une partie de la dette, privée comme publique. Cela pourrait rester gelé pendant plusieurs semaines. Cependant, l'impact économique de la guerre au niveau national ne se limite pas seulement à cela. On peut également y voir la flambée de l'inflation, surtout avec cette forte baisse de la devise. D'ailleurs, on peut dire qu'on est dans une économie non linéaire. La structure de l'économie russe peut résister à la guerre avec l'exportation des matières premières et essentielles. Elle est relativement isolée des chaînes des valeurs mondiales et a besoin de peu de l'extérieur pour pouvoir exporter. Donc il y aurait un effet sur l'économie russe, mais modéré. Par ailleurs, on fait face également à la dévaluation du rouble de façon importante. Face à cette situation, la Banque centrale russe a doublé son taux d'intérêt directeur pour le porter à moins de 20%. Bien évidemment, cela contraint les entreprises étrangères à convertir leurs devises en roubles. À cela s'ajoute une imposition d'une première vague de contrôle de capitaux par certains indicateurs locaux de taux de change. Cependant, ces derniers peuvent être en marge de ces valeurs officielles. Actuellement, la baisse est toujours très forte. Ainsi, le rouble pourrait filer et même encore baisser davantage. Il faut souligner que cela est surtout lié à certains facteurs, dont notamment la dette publique, le flux de capitaux et le risque de défaut. Ainsi, on peut imaginer d'autres mesures supplémentaires de la Banque centrale. La chute du rouble est aussi un des facteurs aggravants en termes d'inflation qui est supérieur à 10% en Russie. Toutes les mesures prises de geler et toutes les transactions du rouble sur le marché d'échange et sur les autres marchés financiers pourraient alors se traduire par une moindre pression à la baisse. La vente du rouble ne pourrait plus se faire par les gens et la pression qui demeure se voit sur le marché local. Cela est alors accompagné du retrait des épargnants qui veulent retirer et convertir en dollars leur rouble. C'est là qu'on voit notamment le phénomène du taux de change qui est en cours d'installation. Au niveau international, les pays occidentaux multiplient les sanctions contre l'économie russe et même contre les proches du pouvoir. À cela, plusieurs secteurs sont visés, à savoir les banques, les transports, les énergies, les médias, etc. Il faut noter que ces sanctions mises en œuvre peuvent en partie couper l'économie du secteur financier russe du reste du système économique mondial, tel que la balance commerciale russe ou encore le flux de capitaux. On peut alors en déduire qu'il y a une récession. Mais la question est de savoir sa durée et son ampleur.
Il faut souligner en premier lieu que la Russie n'est pas une économie gigantesque. Il s'agit juste d'une économie un peu plus grande que celle de l'Espagne. Face à la guerre, les tendances inflationnistes vont durer. Le pétrole et le gaz flambent et le baril a même dépassé les 100 $. À cela, de nombreuses sanctions vont certainement suivre, à savoir les importations d'énergie en Russie, dont l'approvisionnement qui se verra dans les 1 ou 2 ans. D'ailleurs, on ne peut nier que c'est une menace considérable de sortir la Russie et l'Ukraine des systèmes de paiement internationaux gérés par SWIFT, bien que les États-Unis, le Canada et l'Europe ont décidé récemment d'y retirer certaines institutions russes. Le plus important étant d'imposer une majeure restriction à la Banque centrale russe. Aussi, il faut souligner qu'il n'y a rien du côté occident qui fait le poids contre le gaz de la Russie. Ainsi, il y a un rapport de force plus ou moins équilibré, dont la conclusion que l'Occident ne peut pas aller trop loin. Ce fut témoigné par le problème de gaz en Europe, surtout en Allemagne, en hiver, si la Russie tient à couper celui-ci à long terme. Ce problème sera alors gigantesque et s'installera sur les 2 à 3 mois. De ce fait, si on bloque le gaz de la Russie, ce serait non seulement une sanction financière pour la Russie, mais aussi une sanction pour les foyers européens. Les pénuries se généralisent tant en matière d'énergie, de matières premières, de semi-conducteurs, de composants électroniques, de biens alimentaires, de biens d'équipements industriels que de main-d'œuvre. Une nouvelle tempête s'installe également sur les marchés boursiers, ce qui requiert une certaine prudence. Par ailleurs, les épargnes et les crypto-monnaies sont aussi en danger face à cette guerre géopolitique. De même, il faut prêter attention aux marchés d'actions et aux marchés obligataires. Face à la situation actuelle de l'Ukraine et de la Russie, certaines entreprises ont fait preuve de prudence et ainsi ont déjà pris des mesures. Tel est le cas de Total Energy, une société française qui n'apportera plus de capital aux nouveaux projets en Russie. Bien sûr, cela est dû à une telle pression politique et une pression publique qui se reflète notamment sur la réputation, voire le risque de réputation de ces entreprises. On parle généralement de notation extra-financière, avec des variables sociales de gouvernance et environnementales. D'ailleurs, cela inclut ce type de risque géopolitique extrême. On peut également dire que les entreprises françaises qui ne suivent pas le mouvement général ou qui font monde à part sont mal vues. Beaucoup d'autres entreprises quittent également la Russie, comme le cas de BP et Shell qui interviennent dans le secteur de l'énergie. Quant à l'Ukraine, de nombreuses entreprises, dont des grands brasseurs, ont cessé leur activité sur les lieux, si l'on ne cite Koreo Cookie, Carlsberg et Cargill. Nestlé a également décidé de fermer temporairement ses 3 usines en Ukraine, comme Mondelez de Cadbury Chocolate, qui a suspendu sa production dans ces 2 usines. Par ailleurs, les grandes préoccupations économiques du moment sont définies par le défaut de la Russie et la poursuite de la flambée inflationniste. Un défaut souverain est lorsqu'un État décide de ne pas rembourser tout ou une partie de sa dette. Cependant, un pays qui fait défaut est généralement un pays surendetté, ce qui n'est pas encore le cas de la Russie vu qu'elle dispose d'un airbag de sécurité. Ceux-ci ne sont autres qu'un excédent structurel de sa balance courante à plus de 95 milliards de dollars en 2021 et ses réserves de change qui atteignent 643 milliards de dollars en février 2022. Entre autres, il a également une réserve d'or qui avoisine les 137 milliards d'euros et un fonds souverain avec un actif d'environ 200 milliards de dollars. La crise de la chaîne d'approvisionnement et les chocs commerciaux dus à l'invasion de l'Ukraine par la Russie entraîneront une forte hausse de l'inflation sur 6 à 8 mois. Pour contrer la flambée du pétrole, le gouvernement indien réduit les droits d'acquise sur le pétrole. Certains secteurs devraient aussi bénéficier de cette crise, tels que l'industrie informatique indienne à grande capitalisation, la finance et les biens d'équipement. Le secteur informatique indien pourrait devenir une alternative pour les entreprises qui quittent les marchés ukrainiens et de l'Europe de l'Est. Autre secteur qui résisterait à cette crise est le secteur agricole indien, qui dispose actuellement de stocks pour soutenir la dynamique de croissance, même si les approvisionnements en provenance de Russie sont perturbés. L'Inde exporte des produits pharmaceutiques, des véhicules, des produits chimiques organiques et de nombreux autres produits vers la Russie. De plus, le secteur du tourisme indien pourrait profiter des sanctions. Avec la hausse des prix de l'or, l'Inde peut s'attendre à un énorme effet de richesse. En tant que deuxième consommateur mondial d'or, après la Chine, l'or de l'Inde pourrait devenir la source de futures réserves de capital pour l'investissement et la croissance. Actuellement, on voit que la Chine a prêté main forte à la Russie. Mais a-t-elle accepté de devenir son chevalier blanc ? Est-ce que la Russie peut compter sur la Chine et cette dernière peut-elle limiter l'impact économique de la guerre ? Comme toute coopération, ce fort investissement de la Chine a un objectif bien visé. En effet, la Chine peut puiser et s'approvisionner du gaz de la Russie. Elle a beaucoup de signaux et attend juste le bon moment pour acheter ce que la Russie va vendre. Ainsi, cette coopération sino-russe va s'élever et s'intensifier, et donc les Russes pourront contourner les éventuels embargos ou même les différentes mesures de rétorsion qu'on pourrait avoir. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo si elle vous a plu. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.